Vous suivez la panafricaine Média et c'est le bon choix. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief, un numéro consacré à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre le terrorisme. Le Sahel reste l'épicentre de l'extrémisme violent sur le continent africain, une situation à laquelle tentent de faire face les autorités de ces pays par différents moyens alliant programmes de développement, actions militaires et contributions de différents acteurs de ces pays concernés. C'est le cas des autorités religieuses et coutumières. Ces derniers jouent un rôle principal dans la prévention de l'extrémisme violent et dans la résolution des conflits. Quel rôle de ces autorités religieuses et coutumières dans la prévention de l'extrémisme violent? Quelle place de l'éducation pour contrer cet extrémisme? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons de lutte contre le terrorisme face à l'évolution de cette menace terroriste dans la région ouest africaine. Certains pays affectés misent sur la sécurité collective pour faire face à une série de menaces complexes, sécuritaires et multidimensionnelles. C'est ainsi qu'est née l'Alliance des États du Sahel, devenue une confédération, ce qui appelle au renforcement de la coopération entre ces pays du Sahel et autres pays du Golfe de Guinée. Quel mécanisme de coopération entre les pays du Sahel et ceux du Golfe de Guinée? Quelle contribution de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Dr Latir Tine, docteur en sciences politiques, également chercheur en paix et sécurité. Merci encore Latir d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et en face de vous, M. Pape Ousmane Thiaw, doctorant en sciences politiques, également analyste défense et sécurité. Merci également Pape Ousmane d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Merci beaucoup, M. Sow. Et j'en reviens à Latir. Déjà, Latir, quelle lecture est-ce que vous faites du rôle joué aujourd'hui par ces autorités traditionnelles africaines dans la stabilité de leur société, avant même d'en venir à la prévention de l'extrémisme, le rôle dans la stabilité aujourd'hui de nos sociétés? En fait, la manière dont nos sociétés sont constituées en Afrique montre que tous les acteurs sont importants. Plus particulièrement les acteurs coutumiers, les acteurs religieux. Et ça, c'est depuis la tradition même, donc bien avant l'arrivée de la colonisation. Donc pour dire que dans certaines sociétés, le rôle que jouent ces acteurs-là est si important que les personnes donc, qui habitent dans ces sociétés-là préfèrent ne pas utiliser les mécanismes modernes de résolution de problèmes, utiliser les mécanismes traditionnels en impliquant soit les chefs de village, soit les anciens du village, soit les acteurs coutumiers, les acteurs religieux pour régler leurs problèmes. Donc ça, c'est une réalité. Il va falloir maintenant que, ça c'est au niveau micro que ça se passe la plupart du temps, maintenant il va falloir maintenant qu'au niveau macro, qu'on puisse s'inspirer maintenant de ces mécanismes-là traditionnels qu'on a en Afrique pour régler les problèmes auxquels nous faisons face, notamment les problèmes liés aux États, au terrorisme, aux rébellions, etc. Je pense que ça, c'est des mécanismes sur lesquels on peut jouer. Il est évident maintenant que parfois la justice moderne est jugée plus efficace parce que les sanctions donc, qui résultent donc, de ces délibérations aussi sont parfois plus punitives que les mécanismes traditionnels. Ça peut pousser certaines personnes à vouloir l'utiliser pour avoir gain de cause, mais il faut tout comprendre que les mécanismes traditionnels sont assez importants. Et avant d'en venir même à cette justice moderne, j'aimerais qu'on reste avec les mécanismes traditionnels. Déjà, ces valeurs traditionnelles, comment est-ce que cela contribue, selon vous également, à cette stabilité et cette cohésion sociale aujourd'hui dans nos États? Mais il est important, il faut le savoir. Il y a une chose qui est là. Au Sénégal, je donne l'exemple du Sénégal, on a les confréries qui sont vraiment donc, des mécanismes sur lesquels l'État peut jouer. Aujourd'hui, on a fait face à une crise préélectorale au Sénégal. Je ne dirais même pas préélectorale, mais une crise qui a duré 3 ans au Sénégal de 2021 à 2024. Les marabouts, on les disait, on n'entend pas les marabouts. Pourquoi ils ne se prononcent pas? Parce qu'ils savent que c'est des voix autorisées. Ça veut dire que s'ils parlent, les gens vont les écouter. Donc ça aussi, c'est une force qu'on a au Sénégal, qu'on n'a même pas au Sénégal seulement, mais dans d'autres pays aussi. Donc ça, c'est une réalité. Quand on a parlé du problème entre le Nigeria et le Niger, on sait que l'émir de Sokoto, l'émir de Sokoto avait eu à faire un déplacement au Niger pour régler le problème. Donc pour dire que ça, c'est des mécanismes sur lesquels vraiment on peut s'appuyer, pas au niveau micro, mais au niveau macro même, pour régler les problèmes même entre États. Donc et ça, un chef coutumier également au Burkina, comme le Mogonaba aussi, qui joue un rôle essentiel en tout cas dans la stabilité et la cohésion en tout cas sociale dans le pays. Et si on reste avec une étude menée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui la question de la religion ou de l'idéologie en tout cas religieuse n'est qu'à la 3e place ou bien à la 3e position
par rapport aux causes de l'endoctrinement des jeunes. En premier, on voit surtout aujourd'hui la situation économique ou le manque d'emploi de ces jeunes, également le manque de confiance à leurs institutions ou bien aux autorités publiques. Donc, est-ce que cela n'invite pas également, Pape Ousmane, à repenser aujourd'hui nos modèles de développement sous nos cieux? Alors, je suis tenté de reprendre une phrase d'un célèbre chercheur qui disait que le terrorisme c'est une pratique, ce n'est pas une orientation religieuse. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un outil qu'utilisent des gens qui, dans une situation donnée, ont des revendications, soit politiques, soit sociales, ou des revendications d'une certaine nature. Mais souvent, l'aspect religieux vient souvent en deuxième ou en troisième plan. Donc, pour lutter contre l'extrémisme violent, le facteur religieux n'est pas déterminant. Le facteur qui est déterminant, c'est comment faire pour que les populations ou les acteurs qui sont concernés puissent sortir d'une certaine ornière, si on peut l'appeler ainsi, et de pouvoir prétendre à une insertion totale dans la société. Donc, et à cela, en ce sens, il faudrait s'appuyer sur des politiques économiques et sociales efficientes permettant de prendre en compte l'ensemble des sensibilités. Tout à l'heure, j'aimerais intervenir par rapport au développement de mon collègue parlant du rôle des familles religieuses. Si on prend l'exemple du Sénégal, on se rend compte qu'on a quoi? On a un islam soufi qui est considéré comme hérétique chez certaines personnes, mais qui est soufi à la base. Et le principal problème avec les principaux acteurs de l'extrémisme religieux par rapport au Sénégal, c'est le fait qu'ils ont du mal à ce que leur discours porte au sein d'une certaine jeunesse sénégalaise, tout simplement parce que la jeunesse sénégalaise, dans sa majorité, a une orientation non seulement soufie, mais adhère surtout à l'islam que nous prônons, qui est un islam soufi, mais confrérique, mais profondément non violente. Donc, il est difficile à un moment donné pour eux d'avoir une caisse de résonance au niveau local. Donc, c'est en ce sens justement que le facteur religieux est certes important pour la lutte, mais pas important comme facteur de mobilisation. Et à côté de ce facteur religieux, selon vous, quel rôle également la culture peut jouer aujourd'hui dans la prévention de l'extrémisme violent? Alors, toute analyse qui ne prend pas en compte les variables sociales, historiques et culturelles est dénudée de sens. Donc, la culture est un élément fondamental parce que, en fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'ici, en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, la dimension culturelle est toujours importante parce que c'est un facteur de rassemblement. La culture rassemble mais ne divise pas. Il n'y a que très peu d'éléments et très peu d'occasions où la culture est de nature à, justement, faire remonter les disparités, mais le plus souvent, la culture rassemble. Donc, il faudrait justement insister sur cet élément pour pouvoir non seulement avoir le maximum de jeunes, parce que quand on parle d'extrémisme religieux, cela cible principalement les jeunes. Donc, il faudrait pouvoir les rassembler par rapport à travers des initiatives culturelles qui permettront de mettre en avant et de promouvoir la non-violence. Et Latir, si l'on reste avec ce que développait Pape Ousmane tout à l'heure par rapport aux causes de l'extrémisme violent, aujourd'hui, est-ce que cela n'invite pas à repenser nos modèles de développement? Ce qui est important dans la lutte contre l'extrémisme violent, je ne parlais même pas de prévention. Parce que d'habitude, on est dans la lutte, on n'est pas dans la prévention, malheureusement. Et dans la prévention, je pense qu'il faut éviter de copier-coller les stratégies d'ailleurs. Au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au Sahel plus particulièrement, je pense que les raisons qui motivent les jeunes à intégrer ces groupes terroristes sont différentes des raisons qui motivent d'autres jeunes, d'autres pays ou d'autres continents à intégrer ces groupes-là. Donc vous avez cité tout à l'heure l'aspect économique qui est très important, qui est l'une des motivations de ces jeunes-là pour intégrer ces groupes. Maintenant, il va falloir que ces États mettent en place des politiques économiques à l'endroit de ces zones-là qui sont reculées, qui sont délaissées par les États, qui sont des zones périphériques. Je pense que la Côte d'Ivoire l'a un peu compris. Il y a un programme de plus de 400 millions d'euros qui est mis en place pour un peu désengorger ces zones-là, les rendre moins vulnérables, moins sensibles à ces actions-là. Ce qui est important aussi, l'autre chose, c'est le fait que dans nos politiques, c'est vrai que je le disais tantôt, nos États mettent en avant la stratégie militaire pour lutter contre l'extrémisme violent. C'est vrai que
c'est une guerre. Donc il nous faut des militaires et des armes. C'est important. Mais je pense que dans la prévention, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est quelle est l'approche qu'on doit utiliser pour faire de sorte que ces jeunes-là soient moins sensibles à la cause des islamistes, soient moins ouverts à répondre positivement donc, à la demande de ces islamistes-là. Par exemple, il est évident qu'un jeune qui n'a jamais eu 100 000 francs de toute sa vie, vous lui proposez mensuellement 150 ou 200 000 francs pour intégrer un groupe terroriste. D'abord, c'est la raison économique qui le pousse à le faire. La tentation. Donc, exactement. Et c'est d'autant plus vrai que ces jeunes-là sont dans un état où, dans un espace où ils ne voient pas d'État. C'est des groupes terroristes qui jouent le rôle de l'État là-bas. Ils disent parfois qu'on est même responsable, l'État est même responsable de la situation dans laquelle nous vivons. Donc si on voit quelqu'un qui lutte contre l'État, on a le même ennemi, donc c'est facile pour moi d'intégrer cette personne-là. D'où l'intérêt également en tout cas, revoir également cette relation entre État et autorité, entre État autant pour moi et population, pour rétablir surtout cette relation de confiance, puisque comme vous l'avez rappelé, certaines de ces populations également, au fil des années, n'ont plus confiance en tout cas à leurs autorités publiques ou à cet État central-là. Et tout à l'heure, on parlait d'autorité traditionnelle ou coutumière et de stabilité ou cohésion sociale, mais quel rôle aujourd'hui ces autorités traditionnelles-là peuvent également jouer dans cette prévention-là de l'extrémisme violent? Le rôle premier, c'est, je pense que dans ces instances, il faut une approche inclusive et participative dans la gestion même de la lutte contre l'extrémisme violent. Une approche inclusive et participative, c'est parce que tout le monde doit participer, y compris ces autorités. Parce qu'en fait, les jeunes sont en quête de deux choses en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. C'est la chance et le sens. La chance dans la mesure où ils veulent avoir quelque chose. Et ces groupes-là, ces terroristes-là sont prêts à leur donner ce qu'ils veulent avoir. Le jeu, c'est le sens. Le sens, c'est une idéologie, une croyance, une religion sur laquelle qu'ils ne peuvent pas comme référence. Et s'il n'y a pas vraiment cette religion soufime qui est là au Sénégal, s'il n'y a pas quelque part donc, un marabout qui peut, donc ça veut dire qu'ils deviennent vulnérables. Et maintenant, ces personnes-là peuvent les endoctriner et les faire croire à autre chose. Donc ça veut dire que sur ces deux leviers-là, c'est important dans la mesure où l'un, c'est l'aspect pécunier et l'autre c'est l'aspect religieux. Je pense que cette formation religieuse-là, elle est importante. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Boko Haram, c'est quelqu'un qui est allé étudier dans les pays arabes, qui revient, l'État ne le prend pas en charge, il ouvre son école, il enseigne des choses que personne ne connaît. Aujourd'hui, dans nos daras, dans nos écoles coraniques, l'État ne sait pas ce qui est enseigné là-bas. Ça veut dire qu'il est facile d'endoctriner ces jeunes-là. Donc c'est la raison pour laquelle il va falloir maintenant qu'on implique ces autorités religieuses-là. Parce que cette dimension religieuse, elle est importante. C'est à travers maintenant la religion, même si la motivation prépare ces gens-là, ce n'est pas la religion, tu l'as dit tantôt. Mais il va savoir que c'est à travers la religion maintenant qu'on les endoctrine et qu'on les fait penser croire à des idéologies terroristes. Maintenant, il va falloir que l'État puisse, à travers ces guides religieux-là, puisse avoir une influence sur ce qui se passe dans ces daras-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, dans l'inclusion, il va falloir que maintenant, ces jeunes puissent écouter des gens qui les orientent sur la bonne voie. Parce que quand tu n'as pas de guide, quand tu n'as pas de quelqu'un qui t'éclaire la route, c'est plus facile pour toi d'être enlevé du bon chemin et d'être amené ailleurs. Et ça, c'est ce qui arrive parfois aux jeunes. Il va falloir que maintenant aussi, les autorités coutumières aussi soient impliquées. Parce que dans ces zones-là, c'est les autorités coutumières aussi qui jouent le rôle un peu de l'État, à l'absence de l'État, parce que, je le disais tantôt, l'État n'est pas présent. Il n'y a pas d'autorité étatique. Tombouctou a été entre les mains des groupes armés pendant combien d'années? C'est des jeunes qui étaient là, mais qui s'étaient laissés aux mains donc, de groupes armés. Et finalement, les actuelles autorités maliennes, en tout cas, ont réussi à reprendre Tombouctou. Vous avez soulevé tout à l'heure un problème... Vous avez soulevé tout à l'heure un problème très important également, à savoir l'enseignement aujourd'hui de la religion dans nos États. Et c'est important dans la mesure où il faudrait, en tout cas, comme vous l'avez dit, que ces jeunes-là également aient en connaissance que cet islam-là qu'on leur vend n'est pas forcément en tout cas conforme à l'islam, tel que, en tout cas, enseigné dans le Coran et tel que enseigné, puisque l'islam, ce que ça prône d'abord, c'est la paix, ce que cela prône d'abord, c'est la tolérance. Et il faudrait ce regard-là, comme vous l'avez rappelé, des autorités publiques pour ne pas aujourd'hui favoriser cet endoctrinement de cette couche que représente la jeunesse. Et Pape Ousmane, ces chefs traditionnels sont garants des us et coutumes et sont incontournables également dans nos sociétés, que ce soit dans leurs villages et autres localités. Est-ce que cela ne leur confère
pas également en quelque sorte une certaine légitimité aux yeux des populations et de leur communauté pour réussir cette mission-là dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir aider l'autorité centrale à prévenir aujourd'hui l'extrémisme violent et l'endoctrinement des jeunes? Alors, vous avez évoqué un mot très important, un terme très important qui est la légitimité. Quels sont les 3 types de légitimité existants au sens de Max Weber? C'est la légitimité légale rationnelle, la légitimité charismatique et la légitimité traditionnelle. Et justement, quand on parle de légitimité traditionnelle, on fait référence à ces chefs coutumiers et religieux qui sont dépositaires d'une certaine forme de légitimité qui est plus souvent inhérente à l'Afrique. Parce que quand on voit la manière dont les sociétés africaines sont structurées, le chef, le marabout ou même le prêtre a une importance non négligeable dans la manière dont les gens se comportent. Donc il est important pour que ces chefs coutumiers ainsi que les chefs religieux puissent avoir en collaboration et en parfaite synergie avec l'État, que ces chefs puissent justement avoir si je peux appeler ça, un plan d'action ou des actions visant à inclure justement cette jeunesse dans les efforts de prévention de l'extrémisme violent. À travers quoi? À travers des actions. Parce qu'ils sont très forts dans tout ce qui s'agit de la sensibilisation. Quand on observe les relations entre disciples et marabouts, c'est une relation plus spirituelle que temporelle. Donc, quand il s'agit d'une relation plus spirituelle et temporelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marabout, ça veut dire que le chef coutumier ou le chef spirituel a une capacité d'influence que le gouvernement peut même ne pas avoir. Ce n'est pas pour rien que lors des événements entre 2021 et 2024, comme l'a évoqué mon débatteur, qu'à chaque fois on entendait des gens dire pourquoi les marabouts ne se prononcent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient en âme et conscience qu'à un moment donné, il aurait suffi que certains de ces marabouts se prononcent pour que les choses ne prennent pas une certaine tournure violente. C'est parce que justement une certaine jeunesse s'est sentie pas écoutée, pas forcément écoutée justement, qu'à un moment donné, on a assisté à un certain dérapage au niveau des manifestations. Et on reste avec cette jeunesse-là. On voit que l'endoctrinement dont on parle, ce sont plus ces jeunes et des femmes qui sont victimes en tout cas de cet endoctrinement, puisque par exemple Boko Haram, l'exemple donné par Latir tout à l'heure, on voit que Boko Haram également utilise très souvent des femmes. Aujourd'hui, quelle pourrait être la contribution également de ces couches-là, à savoir les femmes et les jeunes même, dans cette prévention aujourd'hui de l'extrémisme violent dont ils sont les principales victimes? Alors en 2021, j'avais rédigé un article dans le cadre d'un think tank pour lequel je travaillais à Cressa sur le mirage du djihadisme Peul. Dans cet article, j'avais expliqué que la plupart des jeunes, souvent de cette ethnie, s'engageaient avec des groupes armés, pas parce que forcément ils adhéraient à leur idéologie, mais c'était un réflexe de protection. Parce qu'ils voyaient à un moment donné qu'il y avait des individus armés, souvent pas identifiés. Et cette précision est importante parce qu'on estime souvent que ce sont des bavures de groupes, des armées régulières, alors que souvent ce n'est même pas le cas. Donc il arrive que souvent ces jeunes s'engagent pour non seulement chercher protection auprès de ces groupes, mais également participer à la protection de leur communauté. Pour les femmes également, c'est pareil, chercher protection. Pourquoi? Parce que quand il y a différents groupes violents qui évoluent dans un même espace géographique, il peut arriver que quelques pratiques comme le viol puissent être utilisées comme arme et comme moyen de répression. Et il est arrivé à plusieurs reprises dans des pays comme dans les pays de l'Afrique centrale ou même de l'Afrique de l'Ouest que le viol puisse être utilisé comme arme de guerre. Et ça, c'est regrettable. C'est pour cela que les femmes, le plus souvent, côtoient ces individus, pas forcément... Un endoctrinement pour se protéger, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé d'une certaine communauté, la communauté Peul. On donne des fois pour se protéger eux-mêmes et pour protéger également leur bétail. Et j'aimerais interpeller Latir sur ce point. Quelle gestion pacifique aujourd'hui de la transhumance également, inter-État, pour la cohésion sociale, en tout cas entre ces États voisins, puisque nos frontières aujourd'hui se trouvent de part et d'autre de ces États. Donc, quelle gestion pacifique de la transhumance aujourd'hui? En fait, j'ai l'habitude de dire que les frontières c'est dans la tête. Parce que nos communautés ne connaissent pas les frontières. Vous allez dans certains pays, vous trouvez d'une part et d'autre la même communauté. Donc, qui partagent le même village, qui se trouvent d'une part et d'autre des frontières. Donc, pour dire que les frontières, c'est fictif. Donc, ce n'est pas une réalité dans la tête de ces gens-là. Donc, pour dire qu'il va falloir maintenant que nos États aussi puissent
comprendre une chose. Dans l'approche, je le disais tantôt, même si on ne doit pas prôner le tout militaire, il faut qu'il y ait aussi l'aspect armé dans l'extrémisme violent. Il va falloir maintenant une chose. La première chose, c'est que qu'il n'y ait pas de frontières. Les coopérations entre les pays doivent être des coopérations militaires qui donnent la possibilité à un pays d'avoir des poursuites sur des groupes dans un autre pays. Ça veut dire qu'on ne peut pas poursuivre les Sénégalais, des terroristes jusqu'à la frontière du Sénégal, et que l'armée sénégalaise n'ait pas le droit de traverser la frontière pour les poursuivre au-delà même de la frontière sénégalaise. Et ça doit être vice-versa. Donc dès l'instant où on a cette possibilité-là d'avoir des droits de poursuite au-delà des frontières... Et de plus en plus quand même, on le voit, ces droits de poursuite-là, avec le renforcement des coopérations entre États voisins et même entre structures, en tout cas régionales, ça facilite également cette coopération-là dont vous parlez. J'aimerais vous interpeller sur un dernier point, l'éducation. Quelle place de l'éducation dans la prévention de l'extrémisme violent? L'éducation, c'est fondamental. En fait, avant ce qu'on voyait, on dirait que les jeunes qui rejoignent ces groupes terroristes, c'était des jeunes qui n'avaient ni éducation, n'avaient pas été à l'école, n'avaient pas été à l'école coranique et qui étaient vraiment illettrés, pour ne pas dire analphabètes, qui étaient plus aptes à rejoindre ces groupes-là. Mais de plus en plus, on voit des jeunes qui ont même été à l'école, des universitaires, ça veut dire des intellectuels, si je peux le dire ainsi, qui rejoignent ces groupes-là. Donc pour dire que parfois, c'est vrai qu'il ne suffit pas d'aller à l'école pour ne pas être exposé un peu à l'extrémisme. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut aller à l'école, non seulement aller à l'école, mais avoir au moins une occupation, une profession. Je pense que ça, c'est important. Maintenant, l'éducation, la finalité de l'éducation, c'est d'avoir un travail. Maintenant, si on a ce travail-là, on devient moins vulnérable. Donc, l'éducation, en tout cas, pour prévenir l'extrémisme violent, vous avez abordé tout à l'heure un point important, à savoir aussi le renforcement de la coopération inter-États pour faciliter les poursuites aujourd'hui de ces groupes armés et autres groupes terroristes. En seconde partie du débrief, il sera question de parler d'ailleurs de coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Pape Ousmane Thiaw, depuis quelques années, la menace terroriste progresse également du Sahel vers ces pays du Golfe de Guinée. Je le rappelais en introduction, en l'occurrence le Togo et le Bénin. Que vous inspire aujourd'hui cette avancée progressive aujourd'hui de cette menace terroriste vers ces pays côtiers-là? Alors cette avancée est la résultante d'une pression qui est menée sur les groupes armés terroristes dans certaines zones, notamment la zone du Liptako-Gourma qui est actuellement constituée du Mali, du Burkina et du Niger. La zone des trois frontières également extrêmement surveillée, donc c'est ce qui fait qu'il y a un déplacement de troupes qui peut être appelé en jargon militaire un repli stratégique vers d'autres zones plus clémentes. Donc c'est ça qui est principalement la cause de cette expansion des groupes terroristes vers le golfe du Guinée, notamment le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Nigeria, le nord du Togo et du Bénin. Maintenant, il y a également la dimension idéologique qui est que les groupes armés terroristes aimeraient avoir des débouchés au niveau de la mer, aussi bien au niveau du sud qu'au niveau de l'ouest. C'est en ce sens d'ailleurs qu'un pays comme le Sénégal serait menacé. Mais il est clair que justement l'expansion du terrorisme en Afrique et dans le golfe de Guinée est quelque chose qu'il faudra surveiller parce qu'il ne s'agit pas forcément d'aller vers le sud, mais également de s'étendre un peu partout pour pouvoir avoir plusieurs foyers de tension. Parce que leur objectif, par-dessus tout, ce n'est pas forcément de maîtriser des territoires, mais de pouvoir évoluer dans des territoires dans lesquels ils ne seront pas suffisamment inquiétés. Et quelles leçons aujourd'hui ces pays du Golfe de Guinée peuvent retenir également de la gestion de cette menace du terrorisme par les pays sahéliens? Alors, la principale leçon, c'est qu'il y a un manque de collaboration. D'ailleurs, c'est une des, pour ne pas dire critiques que nous avions eu à formuler par rapport à tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Nous considérons que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et le Togo n'ont pas suffisamment collaboré avec les pays du Liptako-Gourma. Pourquoi? Parce qu'actuellement, lorsqu'on observe bien, on se rend compte que les groupes terroristes utilisent ces pays comme base arrière. Mais il y avait quand même eu, Pape Ousmane, cette collaboration-là à travers l'initiative d'Accra et le G5 Sahel avant la dislocation du G5 Sahel. Donc ce cadre-là de collaboration existait entre ces pays côtiers-là et les pays également du Sahel.
Alors, oui, c'est vrai. Il y a eu le G5 Sahel, il y a même eu la CEDEAO, des initiatives diplomatiques et des initiatives. Et même l'initiative d'Accra qui réunissait aujourd'hui ces pays du Golfe de Guinée. Il y avait des façons, en tout cas, il y avait des possibilités de coopération. Il y avait même ces coopérations-là et des rencontres entre les deux organisations pour davantage coopérer. Exactement, mais à partir de 2021-2022, il y a eu des dissensions politiques qui ont amené à la dislocation du G5 Sahel et également à la CEDEAO, le départ du Mali, du Burkina, le départ des pays de l'AES. Et ça a été un frein par rapport aux efforts de collaboration qui devaient avoir lieu sur le plan sécuritaire pour permettre de fermer la porte, si je peux m'exprimer ainsi, à ces groupes terroristes par rapport au territoire des pays qui se rapprochent le plus du Golfe de Guinée. Maintenant, cela n'a pas été fait. Les pays du Liptako Gourma, de l'AES sont en train de se battre comme ils peuvent par rapport à ces groupes. Et quand il y a un repli, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent dans d'autres territoires où la collaboration... Et nous reviendrons tout à l'heure sur ce point important que vous avez abordé, à savoir cette nécessité de renforcer la coopération entre ces pays du Sahel et ces pays du Golfe de Guinée, puisque la menace progresse de part et d'autre. Et Latir, quel mécanisme, selon vous, de coopération entre ces pays du Sahel-là et les pays du Golfe de Guinée? Pour rappeler la petite histoire, je pense qu'il y a peut-être 25 ans, quand on entendait les attaques du World Trade Center et peut-être 4 ans plus tard la création donc, de l'État islamique en Irak, nous on disait non, ça c'est une affaire des Blancs et des Arabes, c'est pas nous. Et après, dans les années 2007, il y a eu le groupe islamique armé en Algérie et le groupe islamique pour l'application et le combat qui finalement est devenu Al-Qaïda et qui s'est implanté d'abord au Nord Mali. Après, il y a eu Boko Haram et autres. On s'est dit, pourquoi on a fermé les yeux? Parce qu'on disait que ça n'allait pas venir chez nous. Ça, c'est pas nous. Et c'est arrivé. Et malheureusement, les pays du Golfe de Guinée n'ont pas appris des erreurs des pays du Sahel. Parce que les pays du Sahel disaient que ça ne va pas arriver. Et c'est arrivé. Et quand c'est arrivé chez eux, au niveau aussi de ces pays côtiers-là, ils ont fermé les yeux. Aujourd'hui, ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Et aujourd'hui, Grand Bassam, il y a 10 ans, ils sont entrés par la mer. Aujourd'hui, le Togo, le Bénin sont en train de vivre l'extrémisme violent. Parce qu'il y a des attaques qui se passent dans ces pays-là, il y a des groupes armés qui sont implantés dans ces pays-là. Donc pour dire que... Et de plus en plus également, ces pays dont vous parlez, Latir, multiplient les stratégies également de lutte contre le terrorisme et même de prévention de l'extrémisme violent. Oui, il y a des stratégies qui sont mises en place. Et malheureusement, je pense que cette dissension entre la CEDEAO et l'AIS aussi ne fait qu'affaiblir vraiment cette coopération qui devait exister entre ces pays-là. Parce qu'au fait, ils l'ont essayé. Il y a eu une task force de lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, où le Cameroun, le Tchad, le Nigeria... La force multidimensionnelle. Voilà, une force multidimensionnelle qui permettait maintenant donc, de ces pays-là de pouvoir poursuivre Boko Haram au-delà des frontières, je disais tantôt, qui n'existent pas pour la plupart du temps dans ces pays. Aujourd'hui, si on regarde le Bénin et le Niger, c'est 2 pays frontaliers. Et 2 pays le Togo et le Burkina également. Effectivement. Donc ça veut dire que ça devait être stratégique comme approche pour un peu lutter contre l'extrémisme. Au-delà même maintenant de cette dissension entre la CEDEAO, je pense qu'il doit y avoir des relations bilatéraux entre ces pays-là et les pays de l'AIS. Non seulement pour apprendre d'eux, parce que quoi qu'on dise, le paradoxe fait que ces 3 pays-là de l'AIS, c'est les pays les plus sous-développés économiquement, mais militairement, c'est les pays les plus puissants parce que... Mais est-ce qu'on n'est pas dans... Est-ce qu'on ne tend pas vers ça? Ce à quoi vous appelez, est-ce qu'on ne tend pas vers ça? C'est-à-dire ce renforcement de la coopération entre ces pays côtiers et les pays du Sahel. Je m'explique. Aujourd'hui, un pays comme le Togo, de plus en plus se rapproche de ces États-là, à savoir ces pays de l'AES. Dernièrement, le chef de la diplomatie togolaise a même fait part de la volonté, en tout cas, de son pays à intégrer en tout cas cette alliance ou bien cette confédération qui est l'AES, sans pour autant préciser si le Togo reste également dans la CEDEAO ou pas. Donc est-ce qu'on n'est pas également dans cette dynamique de renforcement des capacités, puisque les États de l'AES ne sont pas fermés autour d'eux, ils sont ouverts également aux autres États. La CEDEAO aussi est toujours dans cette logique aujourd'hui de voir comment ramener également ces États à rester dans la communauté. Donc est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette logique-là? Il faut savoir la motivation du Togo. Est-ce que c'est la motivation militaire ou économique? Le Togo a un port.
Et c'est qu'avec la séparation à l'AES, il se pourrait que peut-être le port de Côte d'Ivoire, le port de Dakar, exemple, ils sont en train de se positionner aussi pour gagner ce marché. Mais ce sera gagnant-gagnant. Le Sénégal renforce sa coopération avec les pays de l'AES. Les autres pays également, la Côte d'Ivoire comme le Togo aussi, renforcent leur coopération avec ces pays de l'AES. Donc est-ce que ce n'est pas gagnant-gagnant Oui, c'est gagnant-gagnant. Non, je vous juste parler de la motivation donc, du Togo. Disons que ce sont les deux. Disons que ça peut être les deux. Une motivation économique et une motivation sécuritaire. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis, est-ce que ce n'est pas ça? C'est une interrogation que je pose. Est-ce que ce n'est pas la motivation plus économique que militaire? Maintenant, quoi qu'on dise, l'un dans l'autre, je pense qu'il va falloir que maintenant que ces pays-là, côtiers, du Golfe Guinée, collaborent. Ça veut dire que c'est une obligation pour ces pays-là. Parce que je le disais tantôt, en fait, les groupes terroristes n'ont pas de frontières. Ils n'ont pas de territoire. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les lois de la guerre comme les conventions de Genève. Ils sont dans la guerre asymétrique. Donc ils occupent les territoires selon leurs intérêts, selon leurs besoins. Il va falloir que maintenant que ces États qui sont contents de là ne puissent pas aussi se limiter à cette stratégie de dire ok, ici c'est ma frontière donc je ne dois pas. Non. Parce que eux, les forces contre lesquelles ils luttent ne connaissent pas ces frontières-là. Donc pour la raison pour laquelle il va falloir que maintenant ces États oublient ces frontières-là et essaient d'avoir une coopération commune pour lutter contre ces forces-là. Et c'est la seule manière qu'on peut lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas un pays à lui seul qui peut aujourd'hui lutter contre l'extrême violent, de la manière dont ça se développe au Sahel. Parce qu'en fait, avant c'était ça. Au début des années 2011-2012, c'était le Nord Mali. Après, on est venu en 2014-2015, c'était quoi? C'était le bassin du lac Tchad avec Boko Haram. Aujourd'hui, c'est le Liptako Gourma, la région des trois frontières. Ça veut dire qu'il y a une forme d'évolution aujourd'hui de l'épicentre même de l'insécurité au Sahel. Et cela témoigne également du fait que cette menace terrorisme ou bien cet épicentre-là aujourd'hui ne connaît pas de frontières, d'où la nécessité en tout cas de renforcer la coopération et la collaboration entre les États concernés. Et Pape Ousmane Thiaw, est-ce que le partage également de bonnes pratiques entre ces États-là, les États du Sahel, les États du lac Tchad et même ces États du bassin, ces États du Golfe de Guinée ne peut pas constituer une solution ou un début de solution? Le partage de bonnes pratiques dans la gestion aujourd'hui de la menace dans tel pays ou bien dans telle région. Alors, avant de parler de partage de bonnes pratiques, il faudrait peut-être parler de partage d'informations. Parce que pour le partage de renseignements. Exactement, le renseignement, parce que pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent, il faudrait d'abord anticiper sur la menace. Qu'est-ce que l'anticipation? C'est le fait de... et là, j'aimerais faire une précision importante, c'est que ces dernières années, les renseignements, de manière globale, dans le monde et essentiellement en Afrique, c'est beaucoup trop concentré sur l'aspect technologique, la surveillance téléphonique, la surveillance satellitaire, la surveillance au niveau des réseaux sociaux et tout. Alors que pour lutter contre une menace qui n'est pas très facilement identifiable, qui n'est pas très facile à déjà identifier et ensuite schématiser, il est important de miser davantage sur le renseignement humain. Et le renseignement humain, justement, c'est les capacités il n'y a que les États pour pouvoir avoir une capacité d'infiltration efficace par rapport à ces groupes et d'avoir une capacité d'anticipation pour pouvoir contrecarrer les éventuelles attaques qui pourraient survenir. Et là, justement, il faudrait que les États travaillent davantage à avoir des éléments leur permettant, des informations leur permettant d'anticiper sur les événements. Et là, le partage d'informations est très important. Entre le Sénégal et le Mali, par exemple, qui partagent la même frontière, entre le Mali, le Burkina et le Niger, je crois que c'est en train d'être fait parce que c'est dans le cadre d'une Et d'ailleurs, récemment, on a noté une importante délégation sénégalaise dirigée par le général Birame Diop, ministre sénégalais des Forces armées, pour ce renforcement aujourd'hui de la coopération sur le plan sécuritaire et même économique. Un voyage aussi du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au Burkina également pour davantage renforcer la coopération. Il l'a également réitéré sur le plan sécuritaire et sur le plan économique aussi avec ces pays de l'AES. Exactement. Donc, comme il l'a évoqué tout à l'heure, le partage d'informations et de renseignements, ça ne devrait pas être difficile. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué tout à l'heure, il a évoqué la notion de frontière, qui est une construction politique, qui est une construction géographique qui a été... Mais il n'y a pas matériellement... Il n'y a pas de la balkanisation de l'Afrique. Donc justement, à travers le fait qu'il y ait des... Je donne juste un exemple, des populations peules, aussi bien au Mali, au Burkina, au Niger, des populations Wolof, aussi bien en Mauritanie, en Gambie, qu'au Mali, cela facilite le partage d'informations parce qu'on n'a pas de barrière linguistique vraiment en fait.
Donc il faudrait essayer d'avoir cette perspective justement et de collaborer plus efficacement à ce sens. Et c'est par la suite que vient le partage de bonnes pratiques. Voilà, qu'est-ce qui marche au Mali et qui devrait pouvoir marcher au Sénégal? Qu'est-ce qui marche au Burkina Faso et qui devrait pouvoir marcher au Niger? Mais cela, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que les contextes géographiques, les contextes culturels, les contextes sur le plan, disons, religieux peuvent ne pas être les mêmes. Et le plus souvent, il faut savoir, au lieu de plaquer une pratique, de la prendre d'un pays pour l'amener au Sénégal ou ailleurs, chercher à voir comment l'adapter pour qu'elle puisse répondre aux réalités au niveau local. Et l'adapter pour répondre aux réalités au niveau local. Et il y a la CEDEAO qui a annoncé également le 21 mai dernier que les préparatifs pour la création d'une force régionale de lutte contre le terrorisme progressaient rapidement. Mais on constate en tout cas que dans la région, la menace elle est toujours là présente. Selon vous, quelle contribution aujourd'hui de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme, surtout dans cet épicentre-là qui est le Sahel? Puisque de plus en plus quand même la CEDEAO s'affirme comme prête à accompagner aujourd'hui ces pays de l'AES et autres pays aujourd'hui ouest-africains qui font face à la menace. Alors je suis soulagé de savoir que l'initiative parle de lutte contre le terrorisme et que le variable ou le terme coup d'État a été enlevé. Parce que je crois que d'après la déclaration du président de la Guinée-Bissau, Embalo, il avait parlé d'une initiative visant à contrecarrer et à lutter contre le terrorisme et les coups d'État. L'initiative a évolué depuis. Exactement. Cette dernière déclaration date du 21 mai dernier. Exactement. Donc l'initiative a évolué et c'est rassurant de voir que le terme coup d'État est enlevé parce que pour des raisons sémantiques et épistémologique, selon nous chercheurs, c'est une hérésie. Mais quand même, c'est très bien que l'on puisse arriver à ce genre d'initiative qui, je ne dirais même pas que ces initiatives viennent à leur heure, mais ce sont des initiatives qui ont trop tardé. La CEDEAO aurait pu jouer un rôle de sentinelle et un rôle d'avant, c'est-à-dire d'être avant, tout à fait devant la scène, oui, pour pouvoir lutter contre l'extrémisme violent. Mais on s'est rendu compte qu'à cause de dissensions politiques qui ont eu lieu entre 2021 et maintenant, ces initiatives ont trop tardé à cause de considérations qui vraiment qui n'ont rien à voir peut-être avec la sécurité. Des considérations qui de plus en plus également tendent à être corrigées de part et d'autre, que ce soit du côté de la CEDEAO comme de ces pays de l'AES. Et d'ailleurs, Latir, entre ces deux structures-là, selon vous, quelle coopération aujourd'hui entre la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel, à savoir l'AES, surtout dans le cadre de cette lutte-là contre le terrorisme, puisque de plus en plus, la CEDEAO affirme cette volonté à accompagner ces pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme? En fait, il faut oser le dire. Je pense que cette affirmation de la CEDEAO, elle est un peu tardive. Si on se rappelle, mais la menace est toujours présente. Oui, la menace est toujours présente. Donc le besoin est toujours là. Oui, le besoin est toujours là. Mais au fait, je me rappelle, je veux une petite histoire, en 2011-2012, quand le terrorisme a commencé au Nord Mali, avec Moujao, Arsadine et Akmi, qui occupaient Gao, Tombouctou et Kidal au Nord Mali en ce moment-là. Et que, après avoir, même à un moment, l'Azawad a déclaré son indépendance parce que l'armée malienne avait fui parce qu'elle n'avait pas les moyens de contrecarrer donc l'avancée des terroristes. Ils étaient en train de venir sur Bamako. À ce moment-là, qu'a fait la CEDEAO? La FAO était là, incapable de mobiliser des troupes. Pourtant, on parle de force en attente de 7000 hommes. Une force en attente qui n'est qu'en attente depuis qu'on l'a créée. Mais la situation qui existait à l'époque également, la CEDEAO n'avait pas les moyens de sa politique. Mais aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il n'y a aucun État, dans vos développements, vous l'avez rappelé, il n'y a aucun État capable aujourd'hui de lutter seul face à cette menace-là. Donc si la CEDEAO, en tout cas, annonce de grands progrès dans le cadre de cette force de lutte contre le terrorisme, est-ce que ce n'est pas également une chose qui tombe à point dans une mesure où aujourd'hui, ces États de l'AES, de plus en plus également, font des progrès dans cette lutte contre le terrorisme-là? Il faut savoir aussi, l'une des raisons, je vais en venir à la coopération, l'une des raisons pour lesquelles l'AES a quitté la CEDEAO, c'est l'incapacité de la CEDEAO à contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent dans ces pays-là. Ça veut dire que depuis 10 ans, depuis presque 15 ans que ces pays luttent là, la CEDEAO n'a jamais contribué à la lutte contre l'extrémisme violent dans ces pays-là. Et il y a 2 ans, il a dit c'était une force de lutte contre l'extrémisme violent et contre les coups d'État au Sahel. C'était ça l'idée. Maintenant, comme tu l'as dit, l'idée a évolué. Ils se sont rendus compte que l'histoire de coups d'État là, c'est autre chose. Maintenant, ils se focalisent maintenant sur l'extrémisme violent. Et il est important, je pense que la CEDEAO et l'AES ont une bonne démarche jusqu'à présent.
La bonne démarche est qu'il n'y a pas d'animosité. Même s'il y a des appels, encore et appels pour que la CEDEAO puisse revenir, il y a aussi des tentatives de négociation pour que l'AES puisse revenir, qui n'ont pas abouti, c'est vrai. Mais le fait que ces deux entités-là ne sont pas dans l'animosité déjà, c'est une bonne approche. Maintenant, il va falloir maintenant qu'on aille au-delà de ça. Parce que quoi qu'on dise, je le disais tantôt, il va falloir que maintenant ces deux entités collaborent. Même s'ils ne veulent pas, il va falloir qu'ils collaborent. Parce que, je le répète, les terroristes ne connaissent ni AES ni CEDEAO. Ce qu'ils connaissent, c'est leur stratégie, leur politique qu'ils mettent en œuvre. Que ce soit dans l'espace CEDEAO ou dans l'espace AES, cela importe pas. Il va falloir maintenant qu'il y ait une collaboration. Je le disais tantôt, un pays à lui seul ne peut pas le faire. Il va falloir maintenant qu'au-delà même des entités pays-là, que ces deux agglomérations-là, que ces entités-là puissent collaborer et aller au-delà même donc, de ces luttes entre les deux pays-là pour avoir, pourquoi pas, une force commune. Parce qu'aujourd'hui, on l'a annoncé dans l'espace AIS. Mali, Burkina, Niger, qui ont une force commune pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi pas maintenant cette force en attente de la CEDEAO ou bien une force créée par la CEDEAO puisse collaborer avec cette force donc, de l'AIS pour un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire à travers les frontières que partagent ces deux pays-là. Ça aussi, ça va être une approche au-delà même du partage de renseignements, du partage d'informations, parce que nos frontières sont poreuses. Les terroristes, comme les personnes, je le disais tantôt, si dans un village, il y a d'une part et d'autre des mêmes familles, donc, ça veut dire que les touristes peuvent quitter un pays et aller dans un autre pays. Tout à l'heure, vous avez parlé des bonnes pratiques. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 2011, il n'y a pas une seule attaque terroriste en Mauritanie? Depuis 2011. Et si aujourd'hui, le rallye Paris-Dakar a été amené en Argentine, c'est à cause des menaces qui se trouvaient au niveau de la Mauritanie. Donc maintenant, il va falloir maintenant qu'on essaie de voir qu'est-ce que la Mauritanie a fait. Ce qui fait que depuis 13 ans, 14 ans, ils n'ont pas connu d'attaque terroriste. D'où la nécessité aujourd'hui de ce partage de bonnes pratiques. Et ce pays-là, qui est la Mauritanie, mise beaucoup également sur cette prévention de l'extrémisme violent et également sur la réinsertion aujourd'hui des ex-groupes, de membres de ces ex-groupes armés et autres groupes terroristes. Il y a un point que Latir a soulevé tout à l'heure, à savoir la nécessité de davantage renforcer la coopération et les relations. Aujourd'hui, le renforcement de la coopération entre ce groupe aujourd'hui, cette force des États du Sahel, il y a une force des États du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a cette force multidimensionnelle également du bassin du lac Tchad et la CEDEAO qui annonce des progrès par rapport à sa force de lutte antiterroriste. Comment aujourd'hui la mise en corrélation ou bien la coordination de ces différentes forces peut davantage faciliter la lutte dans cette zone-là, surtout au niveau du Sahel? Alors, j'aimerais bien croire à une mutualisation des forces pour lutter contre l'extrémisme violent dans ces différents points, que ce soit dans le bassin du lac Tchad, au niveau du Luptako Gourma ou même un peu au sud par rapport au golfe de Guinée. Mais malheureusement, je suis plutôt pessimiste par rapport à une collaboration de cette nature. Parce que déjà, sur le plan idéologique et politique, l'AES et la CEDEAO ne vont pas forcément mutualiser leurs forces pour lutter contre les groupes armés terroristes. Mais il y a pourtant ouverture de part et d'autre de ces deux organisations. Il y a ouverture, mais il y a beaucoup de freins. Il n'y a pas un rapport de confiance qui est établi. Et quand il n'y a pas de rapport de confiance qui est établi, je vois très mal des pays de l'AES laisser entrer sur leur sol des éléments armés émanant d'autres pays. Maintenant, il pourrait y avoir une collaboration entre la CEDEAO ainsi que l'initiative du côté du bassin du lac Tchad. C'est plus plausible. Mais si cette coopération ne s'étend pas entre ces trois entités, il y aura toujours un certain blocage et une certaine inefficacité. D'où la nécessité aujourd'hui de renforcer la coopération entre ces trois entités-là, que sont la force des États du Sahel, la force également multidimensionnelle du bassin du lac Tchad et la force également prochaine de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme. Nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Pape Ousmane Thiaw, doctorant en sciences politiques, également analyste défense et sécurité. Merci encore d'avoir été avec nous, Pape Ousmane, et toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à votre co-débatteur, Dr Latir Tine, docteur en sciences politiques, chercheur en paix et sécurité également. Latir, toujours aussi un plaisir de partager ce plateau avec vous et merci encore. C'est un plaisir de vous revenir à Mediwan, qui est la famille de Plaisir toujours tout aussi partagé. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.